Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais remercier le laboratoire Reckitt Benckiser qui nous a invités à venir parler sur ce sujet. Et je voulais donc préciser que concernant cette intervention, elle ne fait l'objet d'aucun conflit d'intérêts, et notamment aucun avec le laboratoire concerné, en ce qui me concerne. Alors, le titre de mon intervention, c'est « Point sur les pratiques 9 ans après la conférence de consensus de 2004 ». Alors, ça peut être un sujet qui peut durer des heures. J'ai fait un choix, vous verrez, avec une approche un peu chronologique, où j'ai pris les 10 années qui viennent de passer, et je vais essayer de vous présenter de manière non exhaustive, bien entendu, les principaux points qui ont concerné les médicaments de substitution aux opiacés en France. Et puis, je terminerai par quelques diapos qui essaieront de dire ce qui a pu être fait par rapport à la conférence de consensus, ce que nous aurions dû faire, et puis peut-être une série de questions qui pourront servir de terreau à une réflexion pour une future conférence de consensus, peut-être, si on estime que cela est nécessaire. Alors, il y a eu 2 documents qui ont été produits dans cette année 2004. Il y a eu une conférence de consensus et des recommandations pour la pratique clinique. La conférence de consensus, elle a été élaborée par la Fédération française d'addictologie et l'ANAS, et elle concernait la place des traitements de substitution aux opiacés, dont les médicaments de substitution aux opiacés, dans la stratégie thérapeutique des patients dépendants aux opiacés. Et puis, il y a eu un autre document qui lui a été produit en collaboration avec l'AFSAPS, actuellement à NSM, qui concerne plus particulièrement la réduction du mésusage des médicaments de substitution aux opiacés. Alors, je ne vais pas reprendre le détail de ces différents documents, vous les avez sûrement tous déjà lus plusieurs fois, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Simplement, pour se rappeler que dans ces documents, on essaye de différencier la notion de TSO et de MSO. Le traitement, c'est beaucoup plus large que le médicament, heureusement. On rappelle bien sûr que ces traitements, et notamment ces médicaments de substitution aux opiacés, ont plusieurs finalités, notamment celle de réduire ou de cesser les consommations d'opiacés illicites. Donc bien avant que le dogme de l'abstinence saute, notamment dans le domaine de la prise en charge des patients alcoolodépendants, déjà on avait quand même conscience du fait que pour certains patients, une réduction, c'était déjà bien, en termes de réduction des risques ou des dommages. Cette conférence plaçait aussi le médicament de substitution aux opiacés comme une étape vers une abstinence en opioïdes, donc aussi bien en opiacés, au sens des drogues opiacées comme l'héroïne, mais aussi une abstinence totale en médicaments de substitution aux opiacés, donc au final un sevrage complet. Et puis, elle expliquait aussi que ces médicaments-là pouvaient avoir un rôle vers une abstinence totale en substances psychoactives. Alors, c'était évidemment un objectif qui peut paraître un peu utopique, mais enfin, en tout cas, qui est louable. En tout cas, au moins dans une réduction du mésusage de ces substances ou de l'abus de ces substances. Alors, les résultats attendus de cette conférence de consensus, c'était bien sûr une amélioration de la santé des patients, des conditions sociales, professionnelles, de la qualité de vie des patients, une réduction des overdoses qui a été observée, les overdoses liées à la consommation d'héroïne, qui a été observée dès la mise sur le marché des médicaments de substitution aux opiacés, c'était en 1995 pour la méthadone, 1996 pour la buprenorphine, Subutex à l'époque, une réduction des risques infectieux, qui là aussi a été observé, mais vous le savez, essentiellement sur l'infection par le VIH et beaucoup moins pour le VHC. Une meilleure prise en charge des comorbidités psychiatriques pour certains patients. Et puis, il y avait notamment, c'est les principaux points que j'ai notés, une amélioration de la prise en charge des grossesses des patientes dépendantes aux opiacés. Alors, je vais dérouler mon exposé comme vous le voyez, là, avec une échelle chronologique, de 2004 à 2013, et on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé, avec, une fois de plus, des données qui ne sont pas exhaustives, et vous pourrez les compléter si vous le souhaitez. En 2004, au moment de cette conférence de consensus, il y a eu un plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les addictions, un plan 2004-2008. Et donc j'ai recherché un petit peu dans ce plan, et dans les 2 plans qui ont suivi, ce qui était en rapport avec les médicaments de substitution aux opiacés, uniquement cela. Et déjà à l'époque,
on disait qu'il fallait améliorer l'accessibilité des traitements de substitution par méthadone, avec une meilleure couverture géographique et le projet d'avoir au moins un centre méthadone par département. Puisqu'à l'époque, on parlait, encore il n'y a pas si longtemps que ça, de centre méthadone, même si cette notion-là est relativement dépassée actuellement. On demandait aussi est-ce qu'il y a un meilleur accès à la méthadone à l'hôpital, avec tous les établissements publics de santé devant s'inscrire dans une prescription de ces médicaments de substitution et notamment de la méthadone. On souhaitait aussi que la médecine de ville soit plus impliquée et notamment qu'il y ait plus de patients pris en charge sous traitement méthadone. Alors, ce n'était pas forcément le fait qu'il soit instauré en ville, mais en tout cas, ça a encouragé à faire des relais, plus de relais vers la médecine de ville à partir des CSST à l'époque. Et puis, une meilleure accessibilité de la méthadone en prison, qui est un fil rouge qui revient régulièrement, la méthadone, mais aussi de l'autre, de la buprenorphine, bien entendu. En 2005, juste après cette première année 2004, il y a eu le début, enfin, la formalisation de la politique de réduction des risques, à partir de 2004-2005, avec un décret d'application qui a déterminé les missions de ce qu'on a appelé les CARUD. Et donc, pourquoi parler des CARUD? Eh bien parce que nos patients ne sont pas que patients, ils sont aussi usagers, ils sont patients usagers, usagers patients, en tout cas, on le sait bien. Et donc, le fait qu'ils puissent avoir accès à des structures de réduction des risques leur a permis aussi probablement de moins mal mésuser certains médicaments de substitution, plus particulièrement la buprenorphine, puisqu'il y avait un détournement de la voie d'administration, notamment par voie intraveineuse. Ils ont pu avoir accès à du matériel de réduction des risques, et cela a pu permettre aussi de modifier un petit peu les conséquences chez ces patients-là. À partir de 2004-2005, la mise à disposition notamment de certains des stérifiltres, par exemple, ont permis à certains patients, injecteurs de buprenorphine, d'avoir moins de conséquences en termes de complications véno-lymphatiques notamment. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui peut paraître un peu satellite, mais qui s'inscrit aussi dans les conséquences sur la consommation des médicaments de substitution aux opiacés. En 2006, on peut en parler aussi, puisque le président de la MILDT à l'époque, Didier Gehl, demande le classement de la buprenorphine comme stupéfiant. Alors, on ne va pas revenir sur la polémique, on ne va pas la refaire ici, mais effectivement, ça a fait effectivement monter la sauce dans le domaine des professionnels de la prise en charge des patients addicts, et notamment, effectivement, ça s'est relativement, on va dire, bien terminé, même si je ne sais pas si les conséquences auraient été aussi dramatiques que ça. En tout cas, le ministre de la Santé, qui était Xavier Bertrand, je crois, à l'époque, n'a pas donné suite de cette demande de classement comme stupéfiant de la buprenorphine qui est délivrée actuellement et qui est prescrite comme un stupéfiant, mais l'objectif étant de réduire le trafic et donc d'avoir des peines plus fortes pour les patients qui trafiquaient la buprenorphine. Voilà, un des arguments était de dire que la France devenait le dealer européen de la buprenorphine. Et donc on était plus sur des problématiques répressives que vraiment des vraies problématiques de soins, une fois de plus. En 2007, création d'Exapa. Alors, ça a permis pas mal de choses. Effectivement, Sexapa, il existait auparavant les CSST, donc ce n'était pas tout nouveau, mais ça s'est inscrit aussi dans une plus grande, une approche plus territoriale des choses, avec des consultations avancées, avec la mise en place d'antennes de ces différents XAPA au niveau des différents départements, des différentes régions, et ça a pu commencer dans certains départements et certaines régions, et ça va continuer, je pense, améliorer la délivrance des médicaments de substitution aux opiacés. Et notamment, les XAPA, et c'est bien précisé dans leur mission, peuvent délivrer sur site les médicaments de substitution aux opiacés. Donc, et on peut dire qu'à partir de là, à partir de 2007, l'appellation centre méthadone perd un peu de son intérêt, et on pense qu'on peut parler de centre de délivrance de médicaments de substitution aux opiacés, puisqu'après tout, il n'y a pas de raison de délivrer uniquement la méthadone. Pourquoi pas délivrer la buprenorphine, Suboxone ou Subutex en quotidien dans un centre de soins, et notamment chez les patients qui ont un problème de mésusage. Ça paraît une évidence. La méthadone, ça paraissait aussi une évidence par rapport à la sécurité d'emploi, le risque d'overdose, mais pour la prévention ou la prise en charge du mésusage, ça paraît être une bonne chose.
En 2008, un arrêté, le 1er avril 2008, vient aussi se positionner pour essayer de limiter le mésusage de certaines molécules, et notamment de la buprenorphine, mais aussi du rohypnol, mais qui n'existe plus, vous le savez, depuis le mois de septembre de cette année, notamment pour lutter contre le nomadisme médical et le nomadisme pharmaceutique. Donc pour éviter que les patients, effectivement, changent d'officine régulièrement. Donc on oblige, effectivement, le patient à donner au prescripteur le nom d'un pharmacien qui sera chargé de la délivrance. Ce nom de pharmacien peut changer, bien entendu, il n'est pas définitif, mais le médecin a l'obligation de le stipuler sur l'ordonnance. Toujours en 2008, apparaît la méthadone gélule, avec une AMM qui a été donnée en septembre 2007, avec une indication qui peut paraître assez simple à mettre en œuvre, même si je pense que ce n'est pas aussi simple que ça dans la pratique, notamment pour une notion qui est une notion de stabilité du patient, qui a été introduite dans l'indication. Donc on ne peut pas traiter quelqu'un avec de la méthadone gélule après 1 an de traitement par sirop, et à condition que le patient soit stabilisé, notamment au plan médical et des conduites addictives. Alors la notion de stabilité, je pense qu'on pourrait faire une conférence toute une après-midi sur la notion de stabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un patient stabilisé? Est-ce que c'est un patient qui ne consomme plus? Ou est-ce que c'est un patient qui consomme occasionnellement parce que c'est son objectif à lui de consommer occasionnellement, donc il n'est pas forcément... l'objectif peut être atteint. Stabilisé du point de vue des conduites addictives, c'est assez large. Hein. Ça veut dire qu'il doit ne plus abuser d'alcool, peut-être ne plus fumer, peut-être ne plus consommer de cannabis, etc. Je pense que c'est une notion assez compliquée, et dans la réalité pratique, et vous me contredirez si c'est faux, on a surtout l'impression que les patients passent à la gélule après 12 mois de sirop. Mais je peux me tromper. D'abord parce qu'ils le demandent, et à juste titre, hein, la méthadone gélule, ça peut se comprendre, est bien plus confortable pour aller la récupérer à la pharmacie, pour voyager, pour la prendre. Il n'y a pas de sucre. Ça normalise un peu, ça déstigmatise peut-être un peu le patient traité par méthadone, qui a une boîte avec des gélules comme n'importe quel patient qui prendrait ses antibiotiques ou ses antihypertenseurs. Mais bon, la mise en œuvre paraît un peu... ça me paraît un peu ambigu comme définition, et ça mériterait peut-être d'être discuté, notamment peut-être dans une future conférence de consensus. La prescription de cette méthadone gélule devait être renouvelée tous les 6 mois par les centres de soins. Bon, là aussi, ça s'est avéré assez difficile à mettre en œuvre, et la réalité, le principe de réalité a fait que, vous le verrez, ce relais nécessaire ne sera opéré ensuite qu'une seule fois. Alors j'ai mis quelques articles comme ça, quelques méta-analyses, mais ce n'est pas un topo totalement scientifique, hein, donc là aussi ce n'est pas exhaustif. En 2008, où il y a eu une méta-analyse publiée dans la revue Cochrane qui rappelle l'intérêt de la buprenorphine versus le placebo, donc versus l'absence de traitement de substitution avec différentes techniques de sevrage, et qui compare aussi la buprenorphine à la méthadone. Alors elle est assez compliquée, assez longue à expliquer cette étude. Bon, elle rappelle bien sûr que la buprenorphine est plus efficace que le placebo, pour retenir les patients en traitement. Elle est plus efficace que le placebo pour arrêter les opiacés, mais à partir d'une posologie supérieure à 6 mg. Donc là, c'est intéressant cette revue de littérature, cette méta-analyse, parce qu'elle fait intervenir la notion de posologie pour la buprenorphine et pour la méthadone, et on se rend compte qu'effectivement, à certaines posologies, ces médicaments-là ne sont pas forcément toujours efficaces, et notamment la buprenorphine. Elle compare aussi la buprenorphine à la méthadone, et elle conclut, hein, je ne vais pas reprendre tous les détails qui sont sur cette diapo, mais elle conclut que la buprenorphine n'est pas plus efficace que la méthadone, et que même elle pourrait être parfois un peu moins efficace, mais elle ne s'intéresse qu'aux bénéfices et pas aux risques liés à ces traitements. Or, le choix d'un traitement, lorsqu'on le prescrit, c'est toujours une question de bénéfice-risque. Donc on peut dire que la conclusion ne paraît pas totalement complète, et l'analyse n'est pas complète, elle s'est intéressée uniquement à l'efficacité et pas à l'acceptabilité du traitement et à la tolérabilité. En 2008 aussi, deuxième, en tout cas dans notre chronologie, deuxième plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les addictions, 2008-2011, avec 3 points que j'ai extraits qui concernent les médicaments de substitution aux opiacés. Tout d'abord, la demande de la réalisation d'un guide de bonnes pratiques professionnelles, notamment concernant les traitements de substitution aux opiacés en prison. Donc on repart une deuxième fois de la prison, avec cette fois-ci l'élaboration d'un guide.
qui, vous le savez, est paru, a été notamment mise à jour en 2013. Favoriser la mise sur pied d'une étude de cohorte en épidémiologie clinique relative au devenir à moyen et long terme des quelques 100 000 patients actuellement sous traitement de substitution aux opiacés en France. C'est vrai qu'on avait du mal à savoir ce que devenaient ces patients. Les parcours sont assez différents. Certains conservent leur traitement. En général, dans les derniers chiffres qu'on a pu obtenir en pharmacoépidémiologie à partir des bases de la sécurité sociale, on sait que les patients réguliers, ce n'est pas plus de 50% des patients. Et les patients réguliers dans leur délivrance, on suppose dans leur consommation, et stables dans leur posologie, ça ne représente que 24 à 28% des patients. Donc les autres patients ont des parcours avec des interruptions définitives, provisoires, de la consommation en alternance de substances, ça fait partie de leur parcours, et ça serait intéressant effectivement de décrire ça avec des études prospectives sous forme de cohortes. Alors les cohortes en France, il n'en existe qu'une, moi j'en connais qu'une, c'est celle de l'équipe de Bordeaux, alors qui n'est pas une cohorte nationale, voilà, mais qui a quand même le mérite d'exister et qui apportera de nombreux renseignements. Et puis ensuite, dans les recommandations, il y avait confié à l'INSERM la réalisation d'une expertise collective sur le phénomène de surconsommation des médicaments psychotropes en France, dont les médicaments de substitution aux opiacés. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, puisque cette expertise a eu lieu et est rendue en 2012. 2009, un document un peu en satellite de tout ça, mais produit par le CRIPS, l'Île-de-France et l'INPS, qui concerne normalement les réductions des risques infectieux chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Eh bien, il y a un petit chapitre qui est consacré aux médicaments de substitution aux opiacés. Alors, plus particulièrement, qui évoque le cas de la buprenorphine, puisque la méthadone n'est pas spécialement injectable en sirop, en tout cas c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus rare, c'est des pratiques assez isolées. Et la gélule non plus n'est pas spécialement injectable puisqu'il y a un gélifiant à l'intérieur. Donc c'est juste un petit focus qui est prévu à l'intérieur dans ce document, mais c'est important puisque ce document s'adresse à tous les professionnels qui rencontrent des usagers de drogue par voie intraveineuse. En 2009, une autre méta-analyse compare la méthadone versus l'absence de traitement de substitution aux opioïdes pour la prise en charge des patients. Cette méta-analyse rapporte qu'effectivement la méthadone est plus efficace que l'absence de médicaments de substitution pour retenir les patients dans les soins et pour diminuer les consommations d'opiacés, mais elle rapporte qu'il n'y a pas de différence sur la criminalité et la mortalité chez ces patients-là. D'autres études depuis sont revenues spécifiquement là-dessus et certaines ont montré l'inverse. En 2010, la future Fédération Addiction, qui n'était pas totalement encore, a élaboré un guide qui s'appelle Pratiques professionnelles autour des traitements de substitution aux opiacés en XAPA. C'est en fait une analyse de pratique qui a été réalisée auprès d'un certain nombre de XAPA, je ne me souviens plus le nombre, et qui a analysé les pratiques professionnelles. Et puis cette synthèse a permis notamment aux XAPA qui se sont constitués et qui se sont un peu mis en place depuis la loi de 2007, eh bien, de mieux structurer et de mieux mettre en place la prise en charge de ces patients et un peu d'homogénéiser les pratiques sur la France. C'est un guide qui est téléchargeable gratuitement, notamment sur le site de la Fédération Addiction. Toujours en 2010, une expertise INSERM qui a fait beaucoup parler d'elle pour un tout petit chapitre et qui s'appelle l'expertise INSERM sur la réduction des risques chez les usagers de drogue. Alors, il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans cette expertise et malheureusement, on a parlé d'une chose qui était aussi très intéressante, mais qui n'était pas la seule. Dans cette expertise, il était dit qu'il était nécessaire d'améliorer la disponibilité, une fois de plus, des médicaments de substitution aux opiacés comme un outil de réduction des risques, puisque c'était comme ça qu'on l'abordait dans cette expertise. Il était évoqué aussi la notion d'héroïne médicalisée comme alternative pharmacologique chez les patients chez qui il n'y avait pas de possibilité de stabilisation, ou en tout cas d'arrêt des consommations ou d'arrêt d'un mésusage, d'un traitement. Il était évoqué aussi la possibilité de développer des médicaments de substitution aux opiacés injectables. Ça peut être de la méthadone, ça peut être de la buprenorphine injectable. Il y a eu une présentation aujourd'hui sur ce sujet par une équipe anglaise. Alors ça fait un peu écho aussi à la problématique du sulfate de morphine. Je n'ai pas prévu d'en parler dans ma présentation. Ce n'est pas reconnu comme un médicament de substitution aux opiacés officiellement en France. C'est utilisé comme tel, avec une problématique bien sûr pour le sulfate de morphine, le Skenan,
qui est la voie d'administration. Hein. Ce n'est pas tant la molécule qui pose problème, c'est plus la voie d'administration, avec environ 61 à 75% des patients ou usagers qui l'injectent. Et puis enfin, il y avait ce petit chapitre sur les centres d'injection supervisés. Alors, on pourrait imaginer que ça ne concerne pas les médicaments de substitution aux opiacés, mais je pense qu'il faut en parler parce que la réalité de ces centres, de ce centre, puisqu'il y en a un qui est prévu pour l'instant, en tout cas en France, à Paris, moi je crois qu'elle concernera les drogues, mais qu'elle va surtout concerner les médicaments et que j'espère qu'on aura des statistiques et un suivi épidémiologique de ce qui est consommé dans ces centres, parce que probablement qu'on va avoir des surprises et que les patients vont majoritairement pas arriver avec de l'héroïne, et probablement qu'une grande partie d'entre eux vont arriver avec des médicaments qui vont s'injecter. Ça pourrait être de la morphine, ça pourrait être de la buprenorphine, ça pourrait être d'autres médicaments, de la ritaline par exemple, etc. Et qu'on risque d'être assez surpris et qu'on va voir réapparaître les médicaments de substitution aux opiacés dans ce contexte-là. Ah, ça a bougé, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Alors on est en 2011, vous ne le voyez pas, mais on est en 2011. En 2011, on fait le choix de ne plus prescrire de ne plus renouveler l'autorisation de prescription de la gélule, de la méthadone gélule, tous les 6 mois par les centres de soins, et cette autorisation sera définitive. On rappelle aussi que la prescription de naltrexone est contre-indiquée chez les patients traités par méthadone. Ça paraît une évidence pharmacologique, évidemment, on ne met pas un antagoniste avec un agoniste, mais ça a été reprécisé parce qu'il y avait eu des accidents qui avaient été signalés à l'agence du médicament. En 2011 aussi, il y a eu une mise au point. Donc ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une conférence de consensus, c'est une mise au point, ce n'est pas le même niveau de preuve, qui a été réalisée par l'AFSAPS sur l'initiation et le suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprenorphinodosage. Alors, cette mise au point est facile aussi à télécharger sur le site de l'agence. J'ai repris quelques points clés de cette mise au point, qui est critiquable par certains aspects, mais qui a eu le mérite de se pencher sur certains points qui n'avaient pas été forcément très bien évoqués auparavant. Tout d'abord, elle a évoqué une posologie de stabilisation entre 8 et 12 mg, ce qui était plutôt supérieur à ce qu'on évoquait précédemment. Elle a fait aussi des focus sur des populations particulières, notamment sur les populations de patients douloureux, puisque c'est des choses qui peuvent poser problème en pratique. Comment prendre en charge la douleur chez ces patients qui sont déjà substitués par des opioïdes? Est-ce qu'ils sont plus douloureux que les autres? Est-ce qu'ils sont plus sensibles à la douleur? Elle a fait aussi un focus sur la coprescription de benzodiazépines, et notamment, elle a précisé qu'il fallait bien prescrire des benzodiazépines chez les patients pour lesquels on programmait un sevrage alcool et qui avaient par ailleurs un traitement de substitution aux opiacés. Elle a précisé les conditions de bon usage, ce qui est indispensable, de les repréciser en permanence. Et puis elle a insisté beaucoup sur, et ça c'est destiné plutôt aux médecins généralistes, qui n'ont pas toujours l'habitude de prendre souvent en charge ces patients, qui en prennent en charge 1, 2 ou 3, et bien de ne pas hésiter à orienter leurs patients vers les addictologues hospitaliers ou l'EXAPA pour un avis spécialisé ou pour une reprise de suivi. En 2012, le 16 janvier 2012, apparition d'un nouvel outil pharmacologique qui s'appelle Suboxone. On était le 46 ou 47e pays, je crois, à l'avoir, donc on était un peu en retard par rapport à Subutex en 1996. Et c'est un outil pharmacologique qui associe de la buprenorphine et de l'analoxone. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et qui doit avoir un intérêt. Un intérêt. Alors après, question de savoir s'il faut reconnaître des études qui ne sont pas françaises ou françaises. Normalement, les études, c'est des études internationales, donc elles devraient être efficaces en France. Le résultat devrait s'appliquer en France. Qui a un intérêt dans la réduction du mésusage par voie intraveineuse de la buprenorphine. Il y a une étude qui vous a été présentée, spécifique par Didier Touzeau, hier, je crois, ou avant-hier, je me souviens plus. L'étude RIM, qui montre bien qu'effectivement, lorsqu'un patient qui est mésuseur par voie intraveineuse, lorsqu'on lui propose en ouvert, donc il le sait, mais ce traitement-là, il diminue significativement son nombre d'injections. Toujours en 2012, un petit changement concernant les conditions de délivrance et de prescription de la buprenorphine et d'autres médicaments, mais on va se focaliser sur la buprenorphine. Alors c'est un petit détail, mais parfois ça fait l'objet de quelques cafouillages avec nos collègues pharmaciens. Suppression du délai de carence pour la buprenorphine de 3 jours.
Donc on peut se présenter normalement au bout de 4 jours, 5 jours, et on doit nous délivrer l'intégralité de l'ordonnance. Voilà. Alors tout le monde n'est pas toujours au courant, hein. Parfois il faut faire des mises au point là-dessus aussi, mais c'est un petit changement parce qu'on s'est rendu compte que ça n'apportait rien dans le dispositif et que donc on a assoupli en fait le dispositif de délivrance de la buprenorphine. Toujours en 2012, la convention pharmaceutique qui, vous savez, concerne essentiellement les pharmaciens et les patients, c'est-à-dire c'est le tiers payant contre générique. Vous souhaitez être en tiers payant et ne pas avancer l'argent, donc vous devez accepter le générique. Il se posait un problème pour certains médicaments, notamment les hormones thyroïdiennes, et il se posait un problème pour la buprenorphine, qui est très peu génériquée en France. Je ne connais pas le 25%, peut-être autour de 25%, je crois. Hein, donc, ça risquait de poser un sérieux problème dans la pratique quotidienne pour les pharmaciens. Et donc, la buprenorphine, le Subutex, a été, on va dire, extrait du texte. Et donc, ça concerne tous les médicaments, sauf le lévothyrox, une hormone thyroïdienne, et la buprenorphine. Donc, les patients peuvent continuer d'avoir du Subutex en tiers payant et refuser le générique. À condition, bien sûr, de le préciser sur l'ordonnance et de préciser non substituable. Là aussi, tout a bougé, je suis désolé. En 2012, un rapport est sorti de la Fédération Addiction sur addiction et milieu carcéral. C'est un rapport qu'on trouve aussi sur le site de la Fédération Addiction et qui fait un petit focus, même si ce n'est pas une étude qui a été réalisée spécifiquement pour les médicaments de substitution aux opiacés, il y a un petit focus sur les MSO. Et il y a quelques chiffres assez intéressants sur les 109 établissements qui étaient interrogés, qui avaient répondu à une enquête. En fait, il y en avait 8 qui déclaraient ne reconduire qu'un seul MSO. Donc, quel que soit celui d'entrée, buprenorphine ou méthadone, ils n'en avaient qu'un ensuite pour continuer le traitement. 16 établissements initiaient un seul MSO. Donc, ils avaient fait un choix entre les deux molécules, buprenorphine ou méthadone. Et puis, il y avait un établissement sur 109 qui, lui, n'avait pas de MSO à l'époque. En 2012, l'expertise sur les médicaments psychotropes, qui inclut de nombreux médicaments, mais aussi les médicaments de substitution aux opiacés, qui étaient souhaités, vous vous souvenez, dans le plan gouvernemental qui était en cours. Eh bien, cette expertise collective, qui a été longtemps attendue, rappelle l'intérêt du réseau des centres d'addictovigilance. Alors, je fais un peu ma pub au passage, mais j'en profite. Effectivement, en France, il y a un réseau d'addictovigilance qui est différencié de la pharmacovigilance. C'est un réseau qui recueille les cas effectivement d'abus de pharmacodépendance et de mésusage des substances psychoactives en général, médicaments ou drogues. Et donc, il a été rappelé que ce réseau de vigilance, de notification, doit être sollicité le plus possible pour avoir une épidémiologie fiable concernant l'abus et la dépendance des psychotropes. Et il est précisé dans cette expertise, notamment, qu'il serait souhaitable que la prescription des médicaments de substitution aux opiacés se fasse aussi par des médecins formés, habilités pour diversifier l'offre. Donc, alors c'est pas très très précis comme phrase, mais bon, ça sous-entend effectivement que probablement ça revient sur toujours la même thématique, et la méthadone ne pourrait-elle pas être prescrite ailleurs, instaurée ailleurs que dans les centres de soins, à condition, là c'est précisé, que les médecins soient formés spécifiquement. En 2013, et j'ai bientôt terminé, parution du guide des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral, qui est une réactualisation en fait, avec 14 fiches, qui est un guide assez intéressant, qui n'est pas trop mal fait quand même, je trouve, moi, qui peut être pour des UXA qui veulent mettre en place, mieux structurer la prise en charge de leurs patients substitués, je pense et mieux impliquer leur équipe, et notamment les infirmiers. Je pense que ça peut être une bonne base de réflexion et de travail qu'il faut adapter ensuite en fonction des contraintes, on va dire, locales. Alors c'est un guide qui évoque la délivrance, le mésusage, les coprescriptions, le circuit du médicament, donc qui implique aussi le pharmacien, puisqu'à un moment donné, il y a un pharmacien hospitalier généralement qui choisit la molécule. Ça peut être Suboxone, ça peut être méthadone, ça peut être Subutex, ça peut être les trois ou une seule. Donc c'est un guide qui est intéressant à connaître et qui évoque aussi les notions d'analyse urinaire qui sont très rarement réalisées en milieu carcéral. Et plus particulièrement en garde à vue, parce que généralement, il a été considéré très souvent que la garde à vue n'était pas, dans les textes qui sont écrits en tout cas, que ce n'était pas un moment adapté à la mise en œuvre d'un traitement de substitution, sauf que la réalité est très différente, et que quand les patients arrivent en milieu carcéral, ils ont généralement eu une prescription pendant leur garde à vue, notamment en maison d'arrêt, avant la maison d'arrêt, et dans des conditions qui peuvent être effectivement parfois un peu délicates.
En 2013, il y a eu le troisième, dans notre chronologie, le troisième plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives, avec un chapitre qui est dédié au traitement de substitution aux opiacés, avec une fois de plus améliorer la qualité de la prise en charge et développer leur accessibilité. Donc vous voyez, on revient toujours sur les mêmes thèmes, ça, on met du temps à faire bouger les choses quand même. Mais 10 ans, c'est peut-être pas si long que ça, sauf pour les patients. Alors, expérimenter des nouvelles modalités thérapeutiques, notamment la primo-prescription de méthadone en médecine de ville, on revient toujours là-dessus, alors on en reparlera à la fin. Augmenter l'accessibilité des traitements avec notamment des dispositifs un peu plus innovants. Alors les bus méthadone, c'est pas très innovant, mais enfin, il n'y en a pas tant que ça. Alors moi, une fois de plus, le bus méthadone, moi, ça me paraît pas être un bon terme. Moi, je pense que c'est un bus qui fait de la délivrance de médicaments de substitution aux opiacés. Pourquoi méthadone? Ça paraît un peu ancien comme appellation. L'application des recommandations de la NSM sur la dispensation quotidienne des médicaments de substitution aux opiacés en pharmacie. Bon, ça, je ne sais pas bien ce que ça vient faire là. En pratique, c'est déjà le cas. Et puis, tous les patients ne sont pas en dispensation quotidienne. En tout cas, l'idée étant de tirer les patients vers l'autonomie, l'indépendance, de les faire travailler. Ça paraît un peu compliqué de leur demander d'aller tous les jours à la pharmacie, s'ils vont bien, s'ils ne médusent pas. Voilà. Il y a d'autres moyens de contrôler les choses. Réduire les interactions médicamenteuses en améliorant les collaborations entre pharmaciens et XAPA. Bon, ça aussi c'est une évidence. Impliquer les agences régionales de santé et notamment dans la validation des protocoles d'éducation thérapeutique. Donc ça, effectivement, ça commence à se développer. Il y a des régions qui ont mis ça en place. Notre confrère Pascal Courty avait mis ça en place juste avant de nous quitter en Auvergne. Et puis, plus systématiquement, utiliser les tests de dépistage en cabinet de ville. Alors ça, c'est pareil, c'est un vœu pieux, mais qui paye les tests de dépistage? On faut acheter des bandelettes. Une bandelette, c'est entre 5 et 8 euros. Ça dépend de ce que vous testez. Ça va coûter au moins 5 euros au minimum, puisqu'il faut tester les opiacés, mais il faut tester quand même la méthadone, la buprenorphine au minimum. Donc là aussi, on ne nous dit pas comment. Alors, il y a une étude qui devrait débuter là-dessus. Je vous en dirai peut-être un mot si j'ai le temps. Alors, la mise en œuvre des propositions de 2004. Améliorer l'accès au TSO, on peut dire que ça a commencé d'être fait, notamment avec les XAPA, les antennes de XAPA et l'approche territoriale des ARS, qui a demandé à ce qu'il y ait des antennes et des consultations délocalisées. Rééquilibrer le ratio méthadone-buprenorphine, il se fait tout doucement, progressivement aussi. Il était de 1 pour 5 en 2003, c'était ce qui était annoncé. Il est plutôt de 1 pour 2 actuellement. Les chiffres ne sont pas exacts, mais enfin bon, on est plutôt autour de, je crois, 110 000 buprenorphine et peut-être 55 000 méthadone. Enfin voilà. Primo-prescription de la méthadone en ville, on n'y est pas encore, mais on en parle de plus en plus. Alors on attendait beaucoup les résultats de l'étude Métaville, qui n'est pas une étude qui avait été mise au point pour ça. Ce n'était pas du tout la finalité première, mais la méthodologie a été modifiée. Et Patricia Carreri nous a présenté mercredi, ou hier, des résultats qui seraient plutôt en faveur de peut-être d'un intérêt de la méthadone en ville, à condition d'avoir des médecins formés spécifiquement. Il y a le groupe TSO de la DGS qui a été sollicité par la DGS pour réfléchir à cela, pour donner un avis, en tout cas avant la fin de l'année normalement. Durée maximale de prescription de 28 jours pour les 2 MSO, ça c'est demandé systématiquement, pour l'instant on n'y est pas, mais c'est de plus en plus demandé. Je pense qu'il sera plus facile d'atteindre cet objectif-là que la méthadone en ville, en tout cas en termes de délai. Et qu'il faut insister pour ça. Il n'y a pas de raison que nos patients traités depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans soient obligés de voir un médecin tous les 14 jours. Ça serait aussi un moyen de redonner des places de consultation à ceux qui veulent rentrer dans les soins. Les dépistages urinaires identiques pour les 2 MSO, ça aussi c'est souhaité, mais c'est difficile de mettre ça en œuvre. On sait qu'en médecine générale, il y a environ 2,4% des médecins généralistes qui utilisent les dépistages urinaires. Pas sous forme de bandelettes, mais sous forme de prescription en laboratoire. Mise à disposition des dosages supplémentaires, ça c'était réclamé régulièrement. La buprenorphine, on en a avec les génériques 1, 4 et 6 mg. Alors ça a un intérêt, effectivement, pour être peut-être plus précis dans les posologies. Ça a un intérêt aussi dans les périodes de sevrage. C'est effectivement, le problématique, je le dis, le laboratoire est là, donc je ne m'en cache pas, mais effectivement, le problématique du Subutex et du Suboxone, c'est qu'on a très peu de dosages différents, 2 et 8 mg. On a le 0,4 aussi, mais 2 et 8 mg, et les comprimés ne sont pas sécables. On peut les couper, mais ils ne sont pas sécables. Donc, ce n'est pas fait pour ça. Et donc, ça serait intéressant quand même d'avoir quelques dosages intermédiaires, pas pour sous-doser les patients, mais pour les aider à mieux, plus finement et plus lentement, plus confortablement, peut-être diminuer leur posologie lorsqu'ils sont en fin de traitement,
parce que certains souhaitent arrêter leur traitement et qu'il vaut mieux les accompagner comme cela. La méthadone gélule, elle a apporté le dosage à 1 mg, qui peut être assez intéressant dans les fins de dose, notamment lorsqu'on est à partir de 10 mg, lorsqu'on veut diminuer. MSO et milieu carcéral, il y a eu les 2 documents que je vous ai présentés, donc il y a eu des choses qui ont été faites. Après, il reste à savoir comment ils seront appliqués. Élaboration d'un référentiel d'évaluation des pratiques professionnelles demandé en 2004, il a été fait par la Fédération Addiction. Donc, une série de questions et j'ai terminé. Alors, y a-t-il un intérêt de réaliser de nouvelles recommandations, une nouvelle conférence de consensus? Alors oui, je pense qu'il y a un intérêt pour certaines raisons, et les voici. D'abord, il faut intégrer les nouveaux outils pharmacologiques, notamment l'association buprenorphine-naloxone, qui n'était pas présente à l'époque. Et il faut l'intégrer, et ce n'est pas forcément une chose facile, il va savoir comment on l'intègre, quelle va être la stratégie d'utilisation de ces différentes molécules, méthadone, subutex, et puis association naloxone, buprenorphine. La naltrexone, je l'ai rajouté puisqu'elle revient régulièrement sur le tapis comme un médicament pour une certaine partie de la population, certains patients très motivés, qui parfois peuvent utiliser ces médicaments-là, notamment des patients qui, par exemple, se seraient sevrés par eux-mêmes et qui viennent vous voir une fois qu'ils sont sevrés physiquement. Voilà. Intégrer la notion de mésusage de MSO dans la salle de consommation à moindre risque, il faudra y penser. Discuter la prescription de méthadone pour 28 jours, il faut y repenser et espérer l'avoir rapidement. Proposer des stratégies de repérage du mésusage, parce qu'on a dans les recommandations, les 2 textes qui sont de 2004, on nous dit qu'il y a du mésusage, mais on ne guide pas beaucoup les praticiens. Les spécialistes, normalement, savent le faire, mais sauf que dans 90% des cas, ce sont des médecins généralistes qui prescrivent, et ce n'est pas des médecins qui sont habitués à suivre ces patients-là. Ils en ont 1 ou 2 dans leur patientèle, et je pense que d'être un peu plus guidés, ça les aiderait. Des nouvelles données sur les MSO, mettre à jour les données sur MSO et grossesse, ça serait intéressant, et puis encourager la délivrance sur site. Proposer des stratégies antalgiques efficaces sur les MSO, donc un focus sur la douleur, qui est une partie à laquelle je tiens particulièrement. Intégrer la notion d'éducation thérapeutique dans les futures recommandations. Intégrer, pourquoi pas, l'utilisation de la naloxone injectable comme outil de réduction des risques chez les patients traités par MSO pour prévenir le risque d'overdose, par exemple, puisque vous verrez après, les overdoses ne concernent pas que l'héroïne, malheureusement en France. Intégrer les chapitres sur les interactions médicamenteuses, et notamment les nouvelles molécules que l'on rencontre, qui sont les antiprotéases dans le traitement de l'hépatite C. Et puis, peut-être faire un focus spécifique sur le mésusage intranasal. On parle beaucoup de la voie intraveineuse, mais on se rend compte quand même que la majorité des patients ne sont plus des injecteurs, mais des sniffeurs. Et il n'y a pas beaucoup de synthèses qui sont réalisées là-dessus, pratico-pratiques, qui pourraient aider effectivement les professionnels à prendre en charge cela. Et puis mieux définir la notion de stabilité. Voilà, je vous remercie.